Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui explore dans la joie les thématiques liées aux enjeux futurs. Alors on va revenir aujourd'hui sur l'actualité du mois écoulé en sélectionnant quelques actus. Vous commencez à être habitués, chers auditeurs concentrés et auditrices attentives, mais je récapitule pour les deux du fond. L'idée est de vous présenter les sujets et de définir ce qui est historique ou anecdotique. En gros, ce dont on se rappellera dans 10 ans versus ce qu'on aura oublié dans 6 mois. Mes camarades de jeu vont donc vous présenter chacun un sujet d'actualité et on débattra avec courtoisie et mauvaise foi parfois pour savoir s'il relève de l'histoire ou donc de l'anecdote. Et mes camarades, ils sont là, ils sont autour de moi, mais qui sont-ils ? Nous avons d'abord l'inénarrable Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Salut Blaise. Salut Guillaume. Blaise qui est accompagné de mes deux camarades de jeu de la rédaction d'Ouzbek, les formidables journalistes Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et l'homme que l'on surnomme la machine, Vincent Louquet. Salut Vincent. Salut Guillaume. Alors, le premier sujet abordé, on va y aller très vite parce que les trois actus sélectionnées sont plutôt intéressantes et je pense qu'on va avoir 2-3 petites choses à dire. Il s'agit de cette histoire qui s'est passée dans la nuit du lundi 19 mars, Blaise. Alors oui Guillaume, dans la nuit du dimanche au lundi 19 mars, un véhicule autonome d'Uber a percuté une piétonne dans la ville de Tempe en Arizona et celle-ci est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. Alors, vous allez me dire, il y a 2 ans, en 2016, il y avait eu un premier accident mortel impliquant une voiture autonome. C'était une Tesla, ouais. Absolument. Sauf que la personne à bord, puisqu'il y a toujours une personne à bord des voitures autonomes, avait ignoré les 7 avertissements lui disant qu'il était en situation critique. Attention. Voilà. Bip, bip, il était un petit peu responsable comme ça, une voiture autonome. Attention. d'avoir ignoré les conseils de la machine. Là, il y avait pourtant à bord des radars, des caméras, des sonars, un gyrophare qui permet de mesurer les distances avec un laser, un ingénieur à bord, donc, chargé de reprendre le contrôle manuel en cas d'urgence. Et malgré tout ça, malgré toutes ces précautions, la voiture apparemment circulait bien en mode autonome quand elle a heurté la piétonne qui traversait de nuit en dehors d'un passage piéton. Donc Uber a suspendu toute sa flotte de voitures autonomes qui étaient en test dans 4 villes, Pittsburgh, San Francisco, Toronto et Tempe. Donc c'est bien des tests, à chaque fois on parle de tests. C'est bien des tests, on est sur des tronçons de route, ouais. C'est-à-dire que c'est pas... toutes les villes ne sont pas concernées, c'est dans des quartiers précis de voitures autonomes, c'est sur des quartiers précis. Okay. Donc Uber a suspendu ça, une enquête est en cours. Alors ce qui est incroyable, c'est que 4 jours plus tard, il y a eu encore un accident mortel impliquant une voiture autonome, toujours en Californie cette fois, pas en Arizona, impliquant Tesla, et un peu comme il y a 2 ans, là c'est différent du cas de Uber, puisque la Tesla de gamme Model X a percuté un terre-plein central d'une autoroute et a pris feu. Et je cite le communiqué de Tesla, le conducteur avait reçu plusieurs avertissements visuels et audibles prévenant qu'il devait maintenir ses mains sur le volant. Or, pendant les 6 secondes précédant l'accident, il n'a pas maintenu ses mains sur le volant. Donc il est mort. Donc ça fait beaucoup d'accidents mortels. Mais celui d'Uber est, je pense, historique. Historique parce que voilà, ce sera le premier où on aurait eu... Alors il faut attendre les conclusions de l'enquête, mais c'est le premier où a priori... malgré la présence de l'humain à bord, il n'y a pas eu ignorance des consignes données par la machine et il y a eu accident mortel. Donc je pense que dans la longue histoire encore naissante du déploiement de la voiture autonome dans nos villes et dans nos vies, cette date sera marquée d'une pierre blanche ou plutôt d'une pierre noire car il s'agit quand même d'un décès. Oui, effectivement. Enjoy your ride. Destination override. New destination 1 Gregory Drive, Air-a-Lawn. Distance to destination 4,126 miles. Enjoy your ride. What's happening? I'm sorry, what? Mr. Carr? Voilà, Mr. Carr, donc ça c'est Jared, le personnage de la série Silicon Valley qui se retrouve pris dans une voiture dont il n'a pas le contrôle, mais qui prend totalement la main et qui se retrouve très très loin de la destination qu'il avait pré-enregistrée. Et je pense que comme Jared, il y aura encore des bugs. C'est pour ça que je voulais vous faire écouter ce son-là.
Il y aura aussi des résistances, c'est intéressant parce que 3 jours avant cet accident mortel d'Uber, nous, on avait fait un article sur un rapport en Californie qui disait qu'il y avait énormément d'actes de vandalisme, soit au volant, des gens qui donnent des coups de voiture dans la voiture autonome qui est devant eux, soit des gens qui sortent et qui cassent les pare-brises. Il y a un tiers des accidents impliquant les voitures autonomes, pas forcément mortels là, mais qui impliquent vraiment des actes de vandalisme. Des incidents pour le coup, pas forcément des accidents. Exactement, incidents, mais là on ne parle pas des 3 accidents mortels dont je parlais tout à l'heure. Donc on est au début d'une phase où il va y avoir des actes de résistance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les commentaires qu'il y a eu suite à cet accident mortel. On vous l'avait dit, c'était sûr, il ne faut pas faire confiance à la machine. Après, il faut aussi se poser la question de quand on est dans un avion et qu'on est en pilotage automatique 99,9% du vol, est-ce qu'on se pose encore cette question-là ? Quand on est dans le métro, par exemple à Paris, dans la ligne 14 ou la ligne 1, qui se dit encore, tiens, je rentre dans une rame où il n'y a pas de chauffeur ? Mais alors pourquoi c'est historique selon toi dans ces cas-là, avec les arguments que tu viens d'énoncer ? C'est historique parce que celui-là, malgré le fait qu'il n'y a pas de risque zéro, même avec un déploiement de 100% de voitures autonomes, c'est simplement que je pense que dans 20-30 ans, quand on étudiera l'histoire de la voiture autonome, il y aura eu ce cas, cette femme qui malheureusement a été décédée, écrasée par une voiture autonome. Je pense qu'il y en aura d'autres. Simplement, ça aurait été la première et qui n'aura pas été responsable. Là, on ne parle pas d'une personne qui meurt parce qu'elle est dans la voiture et qu'elle a ignoré. On parle d'une personne il y a une collision en fait avec une personne qui est à l'extérieur du véhicule. Et donc, c'est, je pense, historique, c'est inédit. Alors, je vois Annabelle Opiniel du chef. Est-ce que tu es d'accord avec le chef ? Complètement d'accord avec chef. Non, je pense aussi que ça va être malheureusement le premier accident d'une, pas forcément longue série, mais d'une série forcément. Ça rappelle qu'il n'y a pas de risque zéro, mais en fait, les constructeurs eux-mêmes disent oui, évidemment qu'il va y avoir des accidents, mais c'est juste que ça réduit le pourcentage, quoi. Et une personne que Vincent avait interviewée qui disait est-ce que ça va être plus difficile d'accepter d'être tué par une machine que d'être tué par un homme ? Et en fait, ça va poser des nouvelles questions, quoi. C'est en cela que ça me semble historique, plutôt inédit, parce que oui, d'accord, ça reste un accident de la route sur un test, mais ça ouvre les grandes questions éthiques des prochaines décennies. Et c'est pour ça que pour toi, c'est historique aussi. D'accord. Vincent, comme d'habitude, ton vote va pas voilà, je suis habitué à ça, mais donc je suis habitué aussi à être la petite aiguille dans la botte de foin, mais je vais dire anecdotique, parce que c'est pour les mêmes raisons que mes collègues ont annoncé, mais j'en viens à la conclusion opposée, c'est que ça ne remet pas en question la technologie. Il y a eu malheureusement un mort, il y en aura d'autres, je pense, mais ça fait partie du... c'est pour ça que c'est en phase de test et que ce n'est pas encore répandu sur les routes opérationnelles. C'est en phase de test, il y a eu un mort, il y en aura d'autres. Ça reste malgré tout, jusqu'à présent, une technologie beaucoup plus sûre que le conducteur humain. Et comme l'a rappelé Blaise, sur 3 accidents mortels, les 2 tiers sont liés à des fautes humaines. Donc en fait, la machine reste un élément plus fiable et plus sûr que l'être humain. Et par ailleurs, j'ai vu certains qui disaient mais c'est pas la faute de la machine, c'est la faute de la piétonne qui n'avait pas à se précipiter sous ses roues. Donc on en est là. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Attendons tout de même les conclusions de l'enquête. Oui, effectivement. Attendons les conclusions de l'enquête. En attendant les conclusions de notre chère opératrice, quelles sont... C'est historique. Voilà, c'est historique. Donc bravo à Blaise qui a bien défendu son bout de gras et son actualité. On va passer à une autre actualité. On reste un petit peu dans la Silicon Valley, on reste dans la technologie. On n'en sort jamais. On en sort rarement. C'est Vincent à chaque fois qu'il nous en sort. Il nous en sortira tout à l'heure, vous allez voir, je tease. Il y a eu un gros souci qu'on a résumé sur le syntagme affaire Cambridge Analytica. On va simplement entendre quelqu'un de relativement important dans cette affaire s'exprimer avant que tu commences, Annabelle. So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. Alors qui c'est et qu'est-ce qu'il dit ? Qui est cette personne ? Qui est cette merveilleuse voix ? Cette personne, c'est donc Mark Zuckerberg, qui est very sorry. Mais de quoi est-il désolé ? Il est désolé du major breach aussi, il dit, donc de cette énorme fuite de data qui a été constatée donc, le 17 mars. Tout commence le 17 mars avec les révélations du Guardian et du New York Times. On apprend que les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook ont été aspirées et exploitées à leur insu
par Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'influence politique, qui a été créée en 2013 et qui s'est donnée pour mission de changer le comportement grâce aux données. Donc une grande foi dans le pouvoir des data et qui a contribué en 2016 à la campagne de Trump. Donc comment elle a récupéré ces données, cette entreprise ? C'était via un questionnaire psychologique qui a été téléchargé par plus de 300 000 personnes. D'accord, à l'époque. À l'époque. Et en fait, ce quiz, donc ce test, absorbait les données de l'utilisateur, mais aussi les données des amis de l'utilisateur, puisque à l'époque, c'était une option qui était possible sur Facebook jusqu'en 2014. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas des données de 300 000 personnes qui ont véritablement téléchargé ce test, mais de 50 millions d'utilisateurs touchés. C'était le chiffre qu'on donnait à l'époque. Mais en fait, on vient d'apprendre hier, donc hier 4 avril, car nous sommes le 5 avril. Nous enregistrons le 5, bravo. Voilà, que en fait, ce serait 87 millions de personnes qui étaient concernées. Alors, concernant Cambridge Analytica, on n'est pas tombé des nues, puisque dès la fin 2015, on parlait de l'origine douteuse de leurs données, du fonctionnement de cette entreprise. Mais une telle fuite est évidemment inédite. Donc, ce qu'on a appris avec Christopher Willey, le lanceur d'alerte aux cheveux roses. Super nom. Super cheveux. Qui a donné une figure en fait à l'affaire, quoi. Voilà, c'est lui qui est à l'origine des révélations et qui a expliqué en fait comment Cambridge Analytica récoltait les profils Facebook pour élaborer des profils politiques, psychologiques et cibler les personnes avec des messages politiques et ensuite essayer de peser sur leur vote. Pour autant, on ne peut pas affirmer non plus que la campagne de Trump a été gagnée grâce à Cambridge Analytica. Ce serait vraiment un gros raccourci. On ne peut pas dire que ce micro-ciblage, aussi perfectionné soit-il, a fait basculer l'élection. Mais c'est historique. Pourquoi c'est historique ? Alors, c'est pas à cause de la chute en bourse de Facebook qui est pourtant très conséquente. Depuis le 16 mars, le titre a perdu 16%. Donc pour nos amis qui sont spécialistes de la bourse. Les boursicoteurs. Nos amis boursicoteurs. Voilà, ça leur fait peut-être des sueurs froides. Mais en tout cas, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas non plus à cause de la chute personnelle de Zuckerberg qu'on voyait candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle. Démocrate ou solitaire, quoi. On ne sait pas trop. Démocrate, libertarien, on ne sait pas trop quoi. Mais voilà, il se retrouve sommé de s'expliquer devant le Congrès américain et devant des parlementaires très remontés le 11 avril prochain. Et ça, c'est historique. En fait, ce qui est historique, c'est que Facebook se retrouve dans le viseur, non pas seulement du Congrès, mais aussi de la Commission européenne, du Parlement européen, du Parlement britannique. Enfin, tout le monde attend qu'il s'explique. Et on est en train de remettre en cause le modèle donc plus global de l'économie des plateformes qui repose sur l'exploitation des données personnelles. On apprend des nouvelles choses chaque jour. Là, on a appris que Facebook conservait un historique des appels et des SMS pour les utilisateurs Android par exemple. Puisque à la suite de ce scandale, les gens ont commencé à télécharger une copie de leurs données Facebook. Je crois que tu l'as fait, Guillaume. Creuser un peu. Ouais. Donc, tu peux te rendre compte de tout ce que Facebook conserve sur toi depuis 2007, je crois, dans notre cas. Exactement. Donc, pour l'instant, mea culpa de Facebook très timide. Donc, Zuckerberg a dit oui, nous n'avons pas suffisamment réfléchi à la manière d'éviter les abus. Merci Marc. Donc on attend de voir comment il va s'expliquer le 11 avril. Il faut voir aussi ce que donne le mouvement Delete Facebook, donc le mouvement d'appel à quitter Facebook. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit historique. Enfin, je ne pense pas que ça ait de réelles conséquences. Mais voilà, en tout cas, on comprend. Il est plus clair pour tout le monde que c'est un enjeu majeur et que ça dépasse largement l'enrichissement de sociétés privées, que ça peut avoir des conséquences politiques. Donc pour toute cette raison, je dis c'est historique. Alors, je vais demander à Vincent de s'exprimer d'abord. L'avis compte, comme ça, ton avis compte. Autour de cette table. Ça me rend fébrile. Je pense que c'est historique pour Facebook, mais peut-être anecdotique pour l'économie de plateforme dont parle Annabelle, parce que justement, j'ai un peu peur que ce soit cette pluie de critiques qui s'abattent sur Facebook, ça va un petit peu de cache-misère et sur l'arbre qui cache la forêt. J'ai pas l'impression qu'on mette en cause justement ce qu'on appelle ce capitalisme de surveillance dont tu parlais, Guillaume, dans un article récent. On remet en cause Facebook. C'est presque triste finalement d'avoir l'impression qu'on ne se rend compte que maintenant de la vulnérabilité de nos données et de tout ce dont peut servir ces données-là. Edward Snowden en parle depuis longtemps. Il n'y a pas que Facebook qui est impliqué.
toutes les grandes entreprises du numérique collectent nos données et s'en servent comme base de leur business model. Donc voilà. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que les suites de cette affaire, notamment dans le débat public, pourront avoir un impact, j'allais dire équivalent à celui qu'a eu Snowden? On voit bien où on en est avec les résultats de. J'ai pas envie d'être trop cynique, mais justement, Snowden avait fait beaucoup de bruit médiatique, pas beaucoup de bruit politique. Voilà, j'attends de voir. J'aimerais bien que ça fasse plus de bruit que simplement la critique de Facebook, mais pour l'instant, on n'entend qu'une critique de Facebook qui n'en met pas en cause les autres GAFA, Batix, Natu et autres acronymes inquiétants qui participent à cette économie. En tout cas, pas les instances politiques, parce que les commentateurs remettent en cause tous les GAFA. Mais oui, mais j'ai pas l'impression que ça se cible trop, le Parlement européen, la Commission européenne. Oui, et puis dans le podcast de Ouzbek Erika 2023, on fera un petit bilan. Rendez-vous en 2023. Tranquillement. On aura toujours des géants du numérique, a priori, qui feront leur business avec nos données. Et, voilà. Même Facebook, je suis pas trop inquiet pour eux parce que j'avais noté juste un chiffre. WhatsApp, fin 2017, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs, progression de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Ils ont encore pas mal de marge de manœuvre pour s'en remettre debout, j'ai l'impression. Et si c'est pas sur Facebook, ce sera ailleurs, quoi. Voilà. C'est ça que tu es en train de dire. Et les jeunes sont aussi en train de se mettre sur d'autres plateformes, et Facebook est aussi en déclin pour d'autres raisons. Donc voilà, moi je pense que... Un anecdotique un peu désabusé de la part de Vincent. Voilà. Et donc Blaise doit trancher. Moi je serais sur un anecdotique non désabusé, c'est-à-dire un anecdotique enthousiaste. Je pense que ce scandale peut avoir l'ampleur du scandale Prism, enfin de l'affaire Prism, donc d'Edward Snowden. Je pense que Snowden a eu un impact effectivement à l'échelle plus géopolitique et étatique. Là, on est sur un des 4 grands géants GAFA, impliqués, donc une société privée impliquée dans un grand scandale autour des data. Et je pense qu'il faut en passer par là. Tu disais, Vincent, qu'il n'y avait pas eu d'énorme impact de l'affaire Snowden. Je pense qu'il y a eu quand même énormément alors peut-être auprès de gens déjà un peu conscientisés sur ces sujets-là, mais ça a eu un vrai impact. Plus sur la prise de conscience de la société civile, d'une partie de la société civile, que sur les actions prises par les États pour arrêter de surveiller leur population. Oui, mais c'est très important. Il y a eu une prise de conscience médiatique, et je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience de gens qui étaient un tout petit peu sensibilisés à ces sujets-là. Là, c'est Facebook, donc c'est encore plus concernant qu'une affaire géopolitique qui peut paraître lointaine à beaucoup de gens. Et je pense que c'est le premier scandale d'ordre privé d'une longue suite. C'est un peu comme les voitures autonomes. Il y a sûrement d'autres accidents de data, quoi. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un peu par la négative, et c'est comme ça qu'on progresse. Et aussi dans la difficulté et dans les épreuves. Je pense qu'il faut en passer par ce type de scandale pour que les gens prennent conscience de ce qu'est leur donnée. Et qu'ils se mobilisent aussi peut-être pour peut-être aller sur d'autres plateformes, créer d'autres plateformes. Et mettre à bas ce capitalisme de surveillance. Et qui est le travail juridique des fourches. D'éventuel démantèlement. Nous, on avait posé l'action de Google, mais elle peut tout à fait se poser sur Facebook, qui a un empire aussi avec WhatsApp, entre autres, et qui est en train d'anticiper... un impact politique qui quand même... très direct et qui dépasse... qui est difficilement mesurable, comme tu le disais, mais qui est effectivement très important. Donc, j'aime bien cette conclusion de l'anecdotique enthousiaste, et on va voir si notre collaboratrice est d'accord. C'est anecdotique. Il y a toujours un petit suspense. C'est scandaleux. Vous verrez, on se souviendra de cette affaire. On se souviendra, je pense qu'on se souviendra de Zuckerberg au Congrès le 11 avril. Ça, pour le coup, je pense qu'on va... ça va être un peu compliqué pour lui. On va parler en mandarin. Prochaine émission. Il va faire exprès de répondre en mandarin, comme il parle mandarin. Il a appris en 1 an. Attends, est-ce que tu es capable de le faire, toi? Non. Eh ben non. C'est pour ça qu'il a appris. Tout était prévu. C'est pour ça que c'est un robot. Alors, sans transition aucune, quittons les voitures sur les routes bétonnées, quittons les ordinateurs et les réseaux sociaux qui n'ont de sociaux que le nom, plongeons-nous dans la campagne, dans la joie et le bonheur. Ah, c'est beau, putain. Tout ça, c'est grâce à Vincent. C'est toujours Vincent qui nous... Écoutez, laissez-vous porter par ces choses. Je pense qu'on peut juste... peut-être faire de l'ASMR. Bienvenue sur le podcast de l'État des oiseaux. Est-ce que Vincent, tu peux faire ta chronique comme ça et dire les petits oiseaux? Non, alors pardon. Non, je vais parler à voix haute parce que figurez-vous que c'est un sujet à la fois mélodieux et assez grave. Je vous présente la linotte mélodieuse que nous entendons à l'oreille, j'allais dire, mais je sais pas comment on appelle ça. Mais très joli nom. On entend une linotte mélodieuse. On aurait aussi pu écouter l'Alouette des champs. L'Alouette des champs. Ou le bruyant ortolan. Ou la fauvette grise. Plein de petits oiseaux des campagnes françaises qui malheureusement sont de moins en moins nombreux.
Ah, c'est ça. C'est un cri d'alerte que je pousse aujourd'hui. Ah oui, donc moi j'étais dans la tu joie, étais dans la joie, mais Trio, l'hymne de la campagne, tout ça. En fait, pas du tout. C'est assez déstabilisant d'avoir ça. Bon, on va faire baisser un peu les petits osios. Merci, Roman. Non, c'est une actualité malheureusement que je porte d'emblée comme historique, mais qui est assez dramatique parce que c'est le Muséum national des sciences naturelles et le CNRS qui, au mois de mars, donc, dans 2 études différentes, ont poussé un cri d'alerte disant que les oiseaux avaient drastiquement diminué en termes de population dans les campagnes françaises. Moins 30% d'oiseaux dans les campagnes françaises depuis 15 ans. C'est une étude de sciences participatives qu'a menée le muséum qui donne ce chiffre à l'échelle nationale, qui est complétée par une étude locale portée par le CNRS dans les Deux-Sèvres, qui, eux, ont noté une diminution depuis 90 de 35% des alouettes, de 80% des perdrix, pour prendre juste quelques exemples symboliques. Donc, ils nous disent, ces spécialistes, que les oiseaux diminuent depuis qu'on les mesure, en fait, et que si on avait mesuré depuis les années 70, comme ils le font en Angleterre, on aurait aussi vu une perte drastique de ces populations d'oiseaux, qui sont expliquées par différents facteurs. C'est des oiseaux spécialistes des champs qui disparaissent, en fait. Donc, les oiseaux des villes, eux, continuent de progresser. Pourquoi les oiseaux des champs ? À cause de l'agriculture intensive. C'est l'hypothèse prioritaire retenue par les spécialistes. Parce qu'on détruit les habitats des oiseaux, ou les talus, là où les oiseaux vont nidifier, voilà. Et là où aussi où ils se nourrissent, les insectes sont en corollaire aussi une population qui diminue drastiquement. En Europe, à l'échelle de l'Europe, une étude de PLOS ONE en octobre dernier évalue à 80% la disparition des populations d'insectes dans l'ensemble de l'Europe. Donc évidemment, si la nourriture disparaît... C'est le cycle de la vie, c'est toute la chaîne alimentaire. Le 80% d'insectes en moins, c'est la nourriture pour les oiseaux qui disparaissent et les oiseaux qui disparaissent dans la foulée. Ce qui est inquiétant, c'est évidemment d'abord le côté symbolique, le côté culturel. C'est les oiseaux qui sont dans les chants de notre enfance, qui sont dans l'imaginaire collectif. Au-delà de ça, c'est l'ensemble de la biodiversité qui est atteinte. On commence à être habitué malheureusement maintenant à l'expression 6e extinction de masse. Voilà, donc j'ai parlé de 80% d'oiseaux. À l'échelle mondiale, c'est 7% des espèces qui auraient déjà disparu, d'après une étude encore une fois du muséum. 7% des espèces... Des espèces animales répertoriées. Donc, global, quoi, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de 6e extinction de masse. C'est un rythme d'extinction qui est 50 à 200 fois plus rapide que le rythme d'extinction naturelle. Les spécialistes parlent des 4 cavaliers de l'apocalypse pour expliquer ces extinctions, donc la disparition et la destruction des habitats, le prélèvement ou le braconnage des animaux, les enchaînements d'extinction, comme je l'évoquais avec les espèces qui sont liées entre elles, et puis les espèces invasives qui elles en rajoutent une couche. À ça s'ajoute un 5e facteur récent, celui du changement climatique. En mars, encore une fois, une autre étude soutenue par le WWF signifiait que 50% des espèces dans les zones les plus riches en biodiversité pourraient disparaître d'ici 2080 à cause de leur difficulté à s'adapter au changement climatique et à tout ce que ça implique en termes de changement de milieu. Ok. Alors tout ça, on pourrait dire que c'est un petit peu anecdotique parce que finalement, on peut très bien vivre sans animaux. Encore que on sait l'importance des abeilles, on sait l'importance de beaucoup de pollinisateurs ou d'autres pour l'agriculture finalement et pour le maintien de la flore, et de la biodiversité. Tout n'est pas pour autant indispensable, mais c'est un point de vue qui est, comme disait notre cher ministre Nicolas Hulot, une question de civilisation. Est-ce que vraiment on veut être la génération ou la civilisation qui a causé une extinction qui est inédite depuis 65 millions d'années ? C'est assez déprimant et assez honteux en fait de se poser comme les tributaires d'une telle extinction, et donc je trouve ça assez dramatiquement historique. Si je rajoute une petite touche d'espoir dans cette... Parce que je vois les visages de mes camarades autour de la table, on est tous les yeux vers le sol. La première bonne nouvelle, c'est d'abord que ça a fait un petit peu de bruit, cette annonce du muséum, c'est qu'il y a eu un bruit médiatique, donc une espèce de prise de conscience. Le climat, on en parle beaucoup, les biodiversités beaucoup moins. C'est ce que dénoncent les ONG. Or, on commence à en parler un peu, ça fait... pas mal parlé, il y a eu la une de grands journaux nationaux sur la question. Le Monde fait régulièrement ça. Le Monde, il y a eu le Figaro, il y a eu des radios, il y a eu Ouzbek Erika, donc ça fait vraiment ça commence à faire beaucoup. Les médias majeurs, tous les plus grands qui en parlent. La moins bonne nouvelle, c'est que le niveau politique, ça bloque un peu quand même. Le gouvernement a annoncé sa réforme constitutionnelle, ils ont parlé d'inscrire le climat dans la Constitution, une mesure un petit peu marketing, puisque les ONG dénonçaient ça en disant, voilà, si on veut l'inscrire, il faut l'inscrire bien dans l'article 1er, en intégrant la biodiversité comme notion essentielle liée au climat pour tout ce que ça apporte comme éléments de puits carbone, tout ça est lié. Et finalement, ils ne l'ont pas inscrit. Les ONG viennent de dire hier qu'elles étaient très déçues de cette absence de notion de biodiversité dans le projet de réforme constitutionnelle. Mais attends, comment ça marketing ? Tu veux dire que le One Planet Summit, c'était marketing aussi ? C'est terrible, on est en train de créer la désillusion chez ne nos auditeurs. Ne brise pas les rêves de Guillaume.
sur Et en la même temps, c'était Startup important. Nation. C'est important. Entre Startup Nation et Biodiversity Nation, il faudra peut-être faire Et donc pour toi, comment dire, cette étude et ces chiffres sont ça peut créer historiques. un sursaut symbolique, Dans un ce sursaut sens-là. de conscience. Et pour finir sur une petite touche d'espoir, il y a aussi l'AFAO, donc l'agence de l'ONU sur l'alimentation et l'agriculture, qui a fait son symposium qui vient de finir le 5 avril, deuxième symposium sur l'agroécologie, qui appelle à généraliser l'agroécologie et à tourner le dos à la monoculture. Donc, aux États-Unis. d'un point de vue de D'accord. l'AFAO des Nations Unies. Des Nations Unies, qui pardon. était j'ai aussi, compris, les États-Unis, excuse-moi. Ils en font partie fortement. Oui, bien sûr, ça mais va encore ouais, au-delà. ouais. Donc c'était une instance qui était très présente dans la première révolution verte et dans tout ce qui était agriculture intensive. Donc eux appellent à développer l'agroécologie, c'est quand même un signe que des choses avancent. Il faut espérer que ça avance vite. Et que ce type d'études puisse faire avancer les choses un peu plus vite. Donc pour toi, c'est historique. Pour moi, c'est historique. D'accord. Annabelle, Blaise, qui veut prendre la parole? Ah ben moi, je rigole pas du tout avec ces sujets-là. Donc Oui, t'avais l'air très c'est sérieux. évidemment historique. Je trouve ça totalement déprimant, cette histoire d'extinction de masse de la biodiversité. Et je ne cesse de m'interroger sur cette espèce de lien qui, au fil de la vie et au fil de notre âge grandissant, de notre vieillissement, nous éloigne des animaux. J'ai toujours été fasciné par l'espèce de lien et de fascination qu'ont les enfants, les tout petits enfants pour les animaux. Et j'ai l'impression que plus la vie passe, plus le temps passe et plus on s'éloigne de ça. Plus on est dans les villes. Plus ça paraît loin, plus on est dans les villes. Je suis très préoccupé par ça, donc ça ne me fait pas du tout rigoler. Et de plus, t'aimes pas du tout les pigeons qui sont les Blaise seuls n'est pas là oiseaux pour à... rigoler. J'ai un problème avec les pigeons, qui sont les seuls oiseaux beaucoup moins avec les fauvettes et avec la petite à linotte. survivre. Et j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que les pigeons profitent de ces extinctions. Et et si ce tu jeu- disais que dans les villes... Comme les pigeons sont une espèce adaptés. généraliste, ils se développent d'autant plus. Donc on aura plus de pigeons et moins de fauvettes à l'avenir. C'est ça le pire. Quel dans ce enfer. là-dessus. Le futur, c'est l'enfer. Voilà. Des pigeons partout. Pigeons partout, justice nulle part. Voilà. Donc pour toi, c'est historique. Oui, historique. Bon, Annabelle, je te demande Je ton avis, donne quand même. aussi un historique. J'étais ce week-end à la campagne et il y avait dans cette maison de campagne un grand livre édité en 1984 sur les oiseaux. Et je le parcourais en pensant à l'article de Vincent. Et tu Et en pleurais. pleurant. Il faut savoir que toutes les personnes qui étaient dans cette maison de campagne étaient au courant de ce moins 30% Oui, mais tu annoncé dans les fréquentes des médias. journalistes aussi, c'est pas Et exactement aucun de la n'était- population Aucun n'était lambda. journaliste. Ah. Donc, tu vois, Bien, voilà. un début de bon signe. Donc, c'est ce que disait Vincent tout Ah, c'est à l'heure, bien. c'est qu'il y a quand même une prise de conscience, je pense, de ce qui est en train de se passer et qui est en effet un petit peu déprimant. Voilà, Vincent nous a déprimés pour la journée. Oui, mais il Mais apporte sa hors pierre à Silicon Valley. l'édifice. Il y a Voilà. des petites Et touches hors Silicon d'espoir. Valley. On peut penser à Jared et Mr. Carr. Et on a pu écouter les petits oiseaux, et ça, rien que pour ça, Vincent, merci. Donc je pense que c'est tranché, hein, tout le monde est d'accord. C'est historique. Voilà, c'est historique. Et des oiseaux, on a parlé d'oiseaux qui disparaissent, de voitures tueuses, de la manipulation des foules à l'échelle mondiale. Un podcast qui va redonner le sourire à nos auditeurs, hein, on en est bien conscient. Pour en rajouter une couche, je vais moi aussi m'y mettre. Et je vous demande juste de prendre quelques secondes de recueillement en hommage à Stephen Hawking. Voilà, alors vous l'avez en tête pour toute la soirée, peut-être toute la nuit, peut-être toute votre matinée, j'en suis désolé, mais simplement l'astrophysicien s'est éteint le 14 mars à l'âge de 71 ans et on tenait à lui rendre hommage puisqu'on lui doit une meilleure compréhension de notre univers, des trous noirs surtout, et puis sur la fin de sa vie, on lui doit aussi des alertes répétées sur l'état de notre planète et l'état du monde, ce dont on parlait là autour de cette table, le tout avec humour et humilité, malgré sa maladie qu'il clouait sur un fauteuil roulant et l'empêchait de s'exprimer. Bref, on espère que son héritage continuera donc à se déployer par-delà les étoiles et qu'il continuera de nous inspirer en toute humilité et d'en inspirer d'autres. Sur ce, maintenant que vous pleurez tous et tous, à très bientôt les amis. On continue à explorer des formats, à essayer de comprendre et de vous faire comprendre le futur. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux, à nous mettre des petites étoiles là où vous pouvez en mettre, à nous écouter sur Android, iTunes, SoundCloud et à partager ça autour de vous. Bye bye.